Chers internautes, la Chambre de commerce et de culture de Belgique et du Luxembourg au Pérou vous convie une fois de plus à nous rejoindre pour une interview, pour un échange entre auteurs, entre intéressés passionnés de littérature, entre la Belgique et le Pérou. Cette fois, nous aurons le grand plaisir d'échanger avec M. Willy Lefebvre et M. Michel Torrekens. Alors voilà, le livre comme le voyage sont des paradigmes de vecteurs, voire de carrefours potentiels, de sérendipité extraordinaire, de trouvailles inattendues, de pépites, sans être le moins du monde orpailleurs, mais dont la grande beauté réside dans leur partage entre les pages d'un voyage. D'ailleurs, Michel Torrekens, votre voyage au Pérou, relativement court ou long selon l'angle d'approche, mais intense et riche, va générer à un moment l'écriture de l'Hirondelle des Andes. Nous allons y revenir. Comme le Pérou célèbre le bicentenaire de son indépendance et la Chambre de commerce et de culture de Belgique et du Luxembourg au Pérou souhaite souligner les liens fortuits ou non, légers ou intenses, entre nos compatriotes et les ressortissants de ce pays, il est apparu essentiel d'échanger quelques minutes avec vous, Willy Lefebvre, grand spécialiste des écrits ciselés avec art et leurs auteurs, sachant qui plus est que votre descendance vous lie aussi au Pérou, et avec vous, bien entendu, Michel, qui, après avoir réalisé un voyage dans ce pays, avait commis, comme nous venons de l'évoquer, l'Hirondelle des Andes, un ouvrage publié aux éditions Zélige. Enfin, ce petit essence se fera grâce au progrès accessible de la technologie entre la Belgique et le Pérou, dont nous sommes tous trois ressortissants, et pour laquelle nous avons une pensée émue, solidaire, suite aux tragiques événements qui s'y sont déroulés, le Pérou, où je me trouve actuellement et où chacun d'entre nous trois a voyagé, mais avons quand même cette pensée émue pour tous nos compatriotes sinistrés. Voilà, ceci pour l'introduction. La première question, peut-être, on peut voir qui veut y répondre en premier. Comment vous êtes-vous rencontrés, Willy et Michel? Eh bien, dans le cadre de différentes rencontres littéraires, soit à l'Association des écrivains belges ou d'autres manifestations au sein de librairies, ou sûrement à l'occasion de la sortie d'un des propres ouvrages de Michel Torrekens, nous avons eu l'occasion d'échanger, de nous découvrir, moi de découvrir par la même occasion l'écriture de Michel Torrekens. Et tout ça date d'il y a déjà maintenant quelques années, et au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, évidemment, nous avons toujours un contact régulier et nous nous recroisons lors de foires du livre ou de rencontres occasionnelles. Voilà ce que j'ai en souvenir avec Michel. Je compléterai parce que Willy est trop modeste et il ne mentionne pas les roulades littéraires corsées qu'il a créées, qui sont des rencontres littéraires originales à Bruxelles parce qu'elles se tiennent dans un restaurant corse, d'où le nom de ces rencontres. Et j'ai eu le privilège d'être reçu par Willy et son compère, animateur de ces rencontres. Mais j'ai aussi eu le plaisir d'y rencontrer d'autres écrivains en assistant moi-même à certaines de ces rencontres. Mais, Michel, corrigez-moi si je me trompe, mais Willy Lefebvre est véritablement une personnalité maintenant incontournable dans le domaine de la littérature. Il guide les lecteurs vers nombre incalculable d'ouvrages en littérature, mais aussi les auteurs échangent avec eux, les guident un peu, les met en contact parfois avec des éditions. Enfin, c'est le personnage central, c'est le mauvais jeu de mots peut-être, pivot de la littérature de façon générale en Belgique et peut-être aussi avec nos pays voisins.
Quel est votre sentiment de ce côté? Je ne l'appellerai pas Bernard pour l'occasion, mais effectivement, c'est un véritable passeur, un ambassadeur de la littérature, mais pas uniquement belge, mais c'est vrai qu'il met pas mal d'écrivains belges en relation. Et puis, bien avant toutes ces publications sur les réseaux sociaux, il a été à une époque que moi je n'ai pas connue et que je regrette bien parce que j'en ai entendu parler. Il a été libraire à la côte belge à une époque où la culture francophone avait une place encore fort importante en région flamande. Et donc, c'est toute sa vie, je pense, qui a été portée par les livres. Et suite à des confidences qu'il m'a faites récemment, il envisage même d'exporter sa passion vers le Pérou, précisément, puisqu'il envisage de transférer une partie, si pas l'intégralité de sa bibliothèque vers le Pérou pour faire découvrir la culture francophone, belge principalement, mais pas seulement, aux lecteurs péruviens qui seraient férus de littérature francophone. Oui, nous avons échangé à ce propos avec Willy, et effectivement, non seulement ce serait intéressant pour tous ceux qui voudraient s'approcher de la culture francophone ici au Pérou, mais aussi pour tous les expatriés directement et leurs descendants qui ont parfois aussi difficile à avoir accès à ces éléments qui sont quand même des éléments essentiels de notre culture, en commençant par la littérature. Et c'est vrai que quand on parle de Willy Lefebvre, on ne parle pas de deux, trois ouvrages, on parle tout de suite de centaines, voire de 1000 ou 1500 ouvrages qu'avait évoqué Willy Lefebvre. Et donc, donc non seulement c'est un personnage essentiel dans la littérature, mais en plus, c'est un grand mécène et on le remercie en tous les cas grandement. Voilà, je reprends un petit peu sur ce que Michel a dit. Ce qu'on peut dire de moi m'étonne très souvent parce que je vis la chose d'une façon tout à fait naturelle. Comme Michel a souligné, j'ai été libraire, donc j'ai été à même de recevoir des clients, des lecteurs, de les guider, de les conseiller, mais aussi de recevoir quand ils étaient, je veux dire, incognito, de voir passer des gens qui se révélaient être des auteurs et qui par après nous recevions pour des dédicaces. Donc, côtoyer les auteurs, pour moi, est quelque chose de très, très facile. Côtoyer évidemment les lecteurs aussi et les mettre en rapport l'un avec l'autre, ça a toujours été fait d'une façon très naturelle. Donc, pour moi, ça n'a rien d'exceptionnel à mes yeux. Voilà. Willy joue d'ailleurs parfois un rôle des rencontres. Non, allez-y, Guy, allez-y. Non, excusez-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que je trouvais qu'il était extrêmement intéressant de pouvoir ajouter à l'ouvrage les rencontres que M. Willy Lefebvre fait avec l'auteur. Parce que quelque part, ça nous donne un élément plus palpable encore, plus concret, et nous rapproche encore plus de l'œuvre lorsqu'on a pu voir qui était l'auteur, qu'est-ce qu'il veut transmettre, et aussi quel était un peu le parcours de sa vie dans les éléments qui sont réalisés lors de ces entretiens. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en avais. Oui, c'est toujours ce qui m'intéresse lorsque je côtoie un auteur, c'est son œuvre. C'est son œuvre, tout le monde la connaît, il y a tellement de critiques qui peuvent faire des chroniques ou des critiques ou en parler. C'est trois choses bien différentes. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la petite pépite, quand a-t-elle éclos, quand s'est-elle illuminée dans les premières années du personnage. C'est pour ça que je commence toujours très tôt, où je me demande, tiens, quand est-ce que l'étincelle s'est faite? Et alors, je découvre comme ça comment, je vais dire, la personne a évolué et comment un jour ils ont décidé de prendre la plume. Et donc, je connais le passé, comme ça, je connais leur premier vécu, et puis on voit le moment où ils osent se lancer. Donc ça, pour moi, c'est très important. Comme vous le disiez, pour en parler, c'est de connaître un petit peu la généalogie de ces différentes émotions avant l'écriture. Et ce qu'on oublie et qui est fort important,
c'est qu'un livre, je pense, a pour vocation justement cette rencontre. Alors, elle peut l'être dans le cadre de la lecture silencieuse, mais le livre favorise la rencontre réelle. Si je reprends l'exemple de l'Hirondelle des Andes, ce livre m'a permis de rencontrer, à l'occasion d'animations, des lecteurs péruviens qui vivent en Belgique et qui étaient étonnés qu'un Belge se soit intéressé à leur pays. Ils connaissaient des romans sur le Pérou, mais écrits par des Péruviens, ce qui leur semblait assez naturel, mais qu'un Belge soit venu avec le Pérou comme toile de fond de son histoire, de ses récits, ça les touchait même, presque émotionnellement, presque affectivement. Je me souviens notamment pour une présentation. La présentation était accompagnée de musique et de chant d'un chanteur belgo-péruvien et il avait invité sa maman à une rencontre à Louvain-la-Neuve et cette dame était particulièrement touchée qu'un écrivain belge se soit intéressé à son pays. Il faut bien reconnaître que ce n'est pas un pays qui apparaît souvent dans des romans, en tout cas belges. Il y en a quelques-uns de romanciers français. Et évidemment, c'est surtout dans la littérature péruvienne. Et peut-être le premier d'entre les écrivains péruviens, Mario Vargas Llosa, que l'on est totalement immergé dans cette société péruvienne qui est plurielle, qui est diversifiée, qui est animée de courants très divers. Et donc ces rencontres, ça permet de donner vie à un livre qui est au départ un objet assez silencieux, j'ai envie de dire. Mais voilà, Voilà. grâce à ces rencontres, à ces animations, on a le plaisir de rencontrer des gens qui viennent faire écho à ce que vous avez écrit et parfois de manière surprenante quand des gens viennent vous dire « Ah ben je connais ce quartier, c'est tout à fait comme ça que je vis ce quartier, vous avez trouvé les bons mots, vous avez bien parlé des atmosphères, des odeurs, des bruits qui traversent ce quartier ». À ce moment-là, on se dit qu'on ne s'est pas trompé dans ce qu'on a voulu faire. Et justement, en rebondissant sur votre ouvrage L'Hirondelle des Andes, tous les auteurs qui ont écrit sur le Pérou, sur le Nouveau Monde, en remontant dans les années 1500, 1700, etc., tous ne sont pas venus au Pérou. D'ailleurs, un des plus célèbres, Georges Rémy, alias Hergé, a écrit Le Temple du Soleil, qui décrit formidablement des éléments du Pérou, mais sans y être jamais venu. Et bien avant lui, Théodore de Brie avait suivi le même parcours. Par contre, vous êtes venu au Pérou et c'est après avoir fait ce voyage au Pérou que vous avez écrit L'Hirondelle des Andes. Et justement, quand on fait le rapport entre ce que vous avez écrit et ce que vous avez vécu, quel est le pont entre les deux? Le pont, il se trouve dans la présentation de certaines réalisations sociales menées par des ONG. Je suis journaliste de profession et j'ai eu l'occasion d'accompagner une ONG belge en 1994, donc ça remonte à quelques années malgré tout, une ONG qui s'appelle Entraide et Fraternité. Et avec cette ONG, on a visité plusieurs projets dans le domaine du logement, dans le domaine et donc dans les bidonvilles aux alentours de Lima, dans le domaine de la santé, avec les opérations Vaso de Leche, dans le domaine des droits de l'enfant et de violences faites aux enfants, dans le domaine des droits des femmes, dans le domaine des droits politiques. J'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes dont un père, un fils avaient été victimes des tensions entre Sentiers Lumineux et gouvernement à l'époque. Et donc, j'ai eu une approche très sociétale du Pérou, peut-être moins de l'aspect culturel, archéologique
touristiques. Il y a des Belges, par exemple, qui sont actuellement sur le terrain au Pérou, qui mènent des recherches archéologiques de pointe d'ailleurs, et dans des rencontres qui ont été organisées par l'ambassade de Belgique au Pérou, par la Chambre de commerce et de culture belge au Pérou, il y avait un archéologue qui est venu présenter le fruit de ses recherches. L'approche que j'ai eue du Pérou était très différente. Et alors aussi, c'était une approche d'une population assez défavorisée et qui, moi, m'a fort impressionné par sa force, sa force pour survivre, pour permettre, et singulièrement les femmes. C'est un roman qui s'est presque écrit au féminin, puisque c'est l'histoire d'une Belge qui part au Pérou sur les traces de sa mère, donc la relation mère-fille est présente, mais cette fille rencontre essentiellement des femmes au Pérou qui luttent dans ces organisations, ou bien des femmes qui vivent les situations qui sont décrites. Et j'ai partagé avec mon personnage cet étonnement, cette admiration pour ce peuple qui se bat pour survivre, qui continue à le faire parce que de loin, je continue à suivre un peu l'actualité du Pérou et notamment dans le domaine de l'agriculture. Je constate que le Pérou est très actif et notamment essaye d'amener une agronomie respectueuse de l'environnement tout en progressant, en n'entrant pas dans les dérives de l'agriculture industrielle qu'on a pu connaître dans les pays industrialisés. Et donc, il y a toute une recherche là qui est menée, parfois en partenariat avec des agronomes européens et notamment belges. J'habite Gembloux, où il y a une faculté d'agronomie assez connue, qui a des liens très proches avec la faculté d'agronomie de l'Université de Lima. Et donc, par exemple, autour d'un légume dont nous partageons une certaine identité qui est la pomme de terre. La pomme de terre est vraiment un produit typique du Pérou qui est arrivé en Belgique à l'occasion de la colonisation et des découvertes, mais c'est d'abord un pays du Pérou. J'ai même découvert qu'il y avait un musée de la pomme de terre, un centre d'études de la pomme de terre à Lima, et dont une antenne se trouve même dans les régions quechua. Donc on a comme ça des liens qui permettent de vivre de façon un peu plus proche la réalité de pays qui sont, il faut bien le reconnaître, au départ très, très différents. Il est vrai que quand vous faites mention de la pomme de terre, de centres d'études, c'est vrai qu'il y a un lien très très fort entre la Belgique et le Pérou, puisque la première université agricole ou agraire ici au Pérou, à La Molina, a été créée pratiquement à partir de professeurs émanant justement de Gembloux que vous avez mentionné, dont le professeur Georges van der Ghem et Jules Gaudron, qui a maintenant son buste dans la municipalité de Surco et qui a été réalisé au moment justement où c'était un des deux frères d'argent, l'un qui était maire de la commune, l'autre, son frère, étant historien et qui a d'ailleurs aussi écrit des ouvrages pour mettre en lumière les relations qui existaient entre la Belgique et le Pérou. Il a écrit notamment d'ailleurs 4 siècles de présence remarquée des maîtres belges, entre autres ouvrages. Et c'est vrai que la pomme de terre, qui a été transposée depuis le Pérou vers la Belgique, toutefois, c'est vrai qu'il y a aussi des nuances, et des nuances qu'on ne fait pas toujours en Europe. Par exemple, lorsque nous sommes au Pérou, si on parle de pommes de terre ou de patates, en Belgique, en France, c'est souvent la même chose. Quant au Centre international de la pomme de terre que nous avons ici à La Molina, eh bien, on voit qu'il y a tout un département qui va s'occuper spécifiquement des pommes de terre, qui est dans le groupe des Solanum, et on va avoir un département qui est spécifique aux patates, la patate douce,
avec parfois un petit peu moins douce que d'autres, et qui va être le domaine de Hippomea batata. Puis nous avons eu évidemment des personnes qui ont touché la petite dispute amicale entre Français et Belges pour savoir qui était à l'origine de la frite que nous connaissons fort en Belgique. Pour ma part, étant belge, je vais simplement me cantonner sur l'affirmation de la princesse Astrid lorsqu'elle est venue en 2014 et qui a directement déclaré, dans pratiquement sa première déclaration, There is no French fries, only Belgian one. Il n'y a pas de frites françaises, seulement des frites belges. Et c'est clair que votre approche ici, on a l'impression qu'il y a aussi une sorte de mimétisme à certains moments entre les personnes qui vont aider là-bas, les dames qui vont aider, et un homme qui va aussi pour la première fois, mais dans cette même optique. Dans cette même Optique. Oui, oui, oui. Dans ce but, vous êtes parti au Pérou pour aider, quelque part. Oui, j'y allais plutôt en tant qu'observateur. Le rôle des journalistes doit être remis à sa place. Les journalistes ne sont pas actifs comme tels sur le terrain. Ils ne mettent pas les mains dans la terre, pour reprendre une image agricole. On est plutôt observateur et surtout, on essaye de donner la parole. En tout cas, c'est comme ça que je conçois le métier. On essaye de donner la parole à des personnes qui ont moins l'occasion de la voir, de l'apprendre, de s'exprimer. Je pense notamment à une infirmière très modeste qui vivait au sommet d'une colline d'un Pueblo Joven de Lima, et cette infirmière surveillait la santé des bébés après la naissance. Ben, cette personne avait rarement l'occasion de parler de son métier, et donc c'était une forme de reconnaissance pour elle de pouvoir en parler, et peut-être qu'elle n'a même jamais lu l'article puisqu'il a été publié en Belgique en français, et qu'il m'étonnerait que le magazine que je représente ait accédé un jour à cette personne qui était peut-être d'ailleurs, je ne vais pas dire analphabète, mais elle avait été formée vraiment pour ce suivi médical. Elle n'était pas nécessairement infirmière, c'était une attachée de santé, mais elle faisait un travail incontournable, important. On sait combien la santé des bébés peut être fragile. Et alors, elle y mettait vraiment beaucoup d'enthousiasme. Elle croyait fort à ce qu'elle vivait là-bas. Je prends cet exemple-là, mais il y en aurait plein d'autres. Notamment ces mères qui, dans une démarche collective, là, à plusieurs, organisaient le Vaso de Leche très tôt le matin avant d'aller à leur travail après. Donc, elles sacrifiaient une partie de leur journée pour apporter un minimum alimentaire aux enfants des bidonvilles. Et c'est tout ça qui m'a intéressé. D'accord. Quand on parle d'aide, bien entendu, il y a les personnes qui vont aider directement en construisant, en travaillant dans les champs, mais quand on voit le côté du journaliste, comme d'ailleurs, je dirais, de l'auteur, puisque vous avez cité Mario Vargas Llosa, et de Willy Lefebvre, qui met les personnes en présence avec des auteurs ou qui parlent des livres, je crois que le livre et le témoignage que vous permettez à ces personnes d'envoyer au-delà des mers, alors que peut-être elle n'a pas les moyens du tout de le faire par ses propres, ce qu'elle a elle-même en propre, permet aussi à d'autres personnes d'avoir conscience de ce qui se passe quelque part et éventuellement, elles, de venir aider sur un plan économique, sur un plan de qui a ce côté importantissime par transmettre les choses, parce que généralement, quand on est très loin, ben, on a un imaginaire qui ne correspond pas obligatoirement à la réalité du terrain, voire à aucune réalité. Par contre, vous, en y allant, justement, vous allez au contact de celle-ci, au contact des personnes et de leur réalité. Et c'est ça que vous transmettez. Et je crois que Willy
permet aussi justement aux auteurs de se faire connaître et transmet ces éléments-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi quelque chose? Quel était l'élément qui vous a touché dans l'ouvrage de Michel Torrekens? Mais voilà, c'est justement toute la puissance de l'écriture de Michel Torrekens, et je vais soulever un terme qu'il a employé: j'étais un observateur. Donc, il n'a pas été là pour faire un grand ou un important travail scientifique, un travail journalistique avec des choses hyper pointues, qu'il a quand même assimilé, mais parce que nous avons des ouvrages scientifiques sur le Pérou, nous avons des ouvrages historiques sur le Pérou, il y a même des romans historiques sur le Pérou où il y a des intrigues incroyables, mais où il y a foison et foison de renseignements historiques qu'on se trouve parfois écrasés sur tout ce qu'on veut nous citer. Michel Torrekens a humé tout ça, il a pris connaissance de tout ça, il a été arpenté tout ça, et c'est justement l'observateur, quand il revient chez lui, quelques années après, qui ressent encore les parfums, les émotions de ce qu'il a ressenti. Nous avons déjà au départ un titre très poétique qui s'appelle L'hirondelle des Andes. Chip, 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 chip. À un moment donné, cette hirondelle est venue se poser sur son épaule et lui a susurré à l'oreille tous les souvenirs qu'il avait accumulés, lui, l'écrivain, et qui dormait, ça dormait en lui. Il a pris la plume et il est parti. Et on se retrouve avec un roman qui entrelace, je veux dire, des fulgurances au niveau paysage. Il nous montre un périple à travers le Pérou et, comme il l'a si bien dit, il a été à l'approche des gens. Son roman est magnifique dans le fait justement, c'est qu'il nous met côte à côte avec les personnages, il nous met les pieds sur la terre et nous découvrons, nous ouvrons les yeux. Et nous ne sommes pas écrasés par des dates, par des lieux, par 36 choses, non, nous sommes toujours, de la première page à la dernière page, dans l'émotion vécue. Et c'est ce qui m'a captivé dans l'écriture de Michel Torrekens. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager l'ouvrage avec mes amis, à en faire une chronique, à le recommander. Et c'est ça aussi qui m'a amené à rencontrer Michel et à l'inviter pour qu'il puisse parler justement de cette observation qu'il avait faite il y a quelques années et qu'il a pu mettre sur papier. Une petite précision avec le titre, L'hirondelle des Andes. Je n'ai jamais vu d'hirondelle des Andes personnellement au Pérou. Par contre, à un moment donné, c'est un livre aussi qui parle de certaines réalités de vie qu'on connaît moins chez nous. Et par exemple, la cérémonie de l'ayahuasca, qui est une cérémonie hallucinogène à partir de la racine d'une plante, si je ne m'abuse. Et un de mes personnages, parce que ça va être un élément moteur de son histoire, suit le personnage principal, donc la fille dont j'ai parlé, participe à une cérémonie de l'ayahuasca et dans les visions qu'elle a, apparaît cette hirondelle. Pourquoi est-ce que j'ai choisi une hirondelle? Je suis incapable de vous le dire. Et puis je me suis demandé à un moment donné, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment des hirondelles au Pérou? Ce serait vraiment malheureux d'amener un élément que je n'avais pas vu du tout au Pérou. Et en faisant des recherches sur Google, premier élément sur lequel je tombe en mettant hirondelle plus Pérou, l'hirondelle des Andes, qui est une espèce qui n'existe que dans les Andes, au Pérou, en Bolivie, en Colombie. Et quand j'ai découvert ce terme, l'hirondelle des Andes, je me suis dit, eh bien voilà, ça c'est le titre de mon roman, et ça c'est la magie de l'écriture, de l'imagination, c'est qu'à un moment donné, le réel vient vous rechercher et vous embarque un pas plus loin. Parce que, bon, là je le dis, normalement le lecteur le devine peu à peu, mais l'hirondelle des Andes n'est autre que la métaphore de mon personnage. C'est l'héroïne du roman qui, dans mon imaginaire, est cette hirondelle des Andes qui réalise un voyage qui est à la fois un voyage d'exploration extérieure d'un pays, d'une population, mais c'est aussi un voyage intérieur où elle va se découvrir elle-même et apprendre des choses sur elle-même. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va faire la pérennité de cet ouvrage, puisque vous avez dit que vous êtes venu en 1994.
mais c'est toujours très actuel ce que vous avez écrit. Et j'imagine très facilement que d'ici 10 ans ou 20 ans, on va retrouver des éléments de l'intensité des émotions, des paysages, des saveurs, des senteurs qu'il y a dans votre ouvrage. On les retrouvera encore dans ce pays extraordinaire. Si vous me permettez, cette qualification qui est du Pérou, qui est un pays où je vis et que j'aime beaucoup, et dont nous espérons évidemment qu'il va pouvoir continuer longtemps à donner plus et mieux chaque fois à ses habitants, mais aussi à tous ceux qui y viendront ou qui seront en relation avec eux. Nous allons être limités là maintenant dans le temps, parce que le temps qui nous est imparti arrive tout doucement à sa fin. En tous les cas, je vous remercie grandement, Michel Torrekens, et j'invite toute personne intéressée par le pays ou la littérature à retrouver votre ouvrage L'Hirondelle des Andes aux éditions Zélige, ou Zélige, je ne sais comment il faut le prononcer cette fois-ci. Je le prononce Zélige, qui est une petite mosaïque marocaine. D'accord, et voilà, donc aux éditions Zélige. Et bien entendu, nous remercions Willy Lefebvre, sachant que nous allons aussi avoir dans quelques jours l'interview de son fils, David Lefebvre, qui se trouve ici et que nous allons retrouver aussi pour voir un autre aspect de l'approche que l'on peut avoir de ce pays et de tout ce qui le conforme. En vous remerciant encore grandement tous les deux. Merci. Je vous laisse aussi la parole s'il y a un mot pour le mot de la fin. Mais je serais curieux de voir si l'interview que vous allez faire avec mon fils se fait en espagnol ou en français, ou en néerlandais, ou sous-titré. Merci beaucoup, Monsieur Van Akkeren, de nous avoir réunis avec Michel Torrekens. J'ai eu grand plaisir à vous revoir tous les deux. Et nous espérons une fois aller vous saluer sur place. Et la prochaine fois que vous venez en Belgique, vous serez toujours le bienvenu, Monsieur Van Akkeren. Je voudrais aussi vous remercier, d'autant plus que j'ai appris beaucoup de choses. D'autant plus que j'ai appris beaucoup de choses sur la pomme de terre au Pérou, ce qui m'intéresse, parce que je peux vous faire un scoop. Normalement, mon prochain roman, si je parviens à le terminer, ce sera l'histoire d'un Péruvien qui vient en Belgique. C'est le chemin inverse et ça tournera autour de la question de la pomme de terre et j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Le titre, Patate. Eh bien voilà, je crois que... Question de nous la donner. Voilà. Le titre, je garde à la bientôt et pour moi. C'est gentil. À très bientôt. À bientôt. Hasta luego. À très bientôt. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.